assez particulière. Cette particularité réside du fait que le monde attendait assez de nous à travers nos grands hommes qui se sont succédés au pouvoir de notre pays. En tenant ce procès le 28 septembre 2022, Monsieur le Président, vous avez redonné l'espoir à cette nouvelle génération. Monsieur le Président, vous avez donné l'espoir aux Guinéens qui aspiraient une Guinée dépourvue de toute impunité. Une Guinée qui avait connu des histoires les plus impures dans la gestion de nos populations, de la chose publique. Monsieur le Président, effectivement, depuis le début de ce procès, vous avez fait preuve d'une sérénité rare, d'une sérénité qu'on ait pu imaginer qu'un magistrat de votre rang puisse l'avoir. Monsieur le Président, votre vigilance ne fait aucun doute et n'a fait aucun doute durant toute la conduite de cette procédure. Ce procès a été marqué, Monsieur le Président, par une transparence qui ne dit pas son nom, par le respect des règles, parfois qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse avoir, Monsieur le Président, ces respects dans une telle audience, qui est la première pour notre pays. Monsieur le Président, je suis persuadé que tous les accusés présents dans cette salle seront condamnés et seront lourdement condamnés. Mais si je suis sûr d'une chose, Monsieur le Président, je suis sûr que ces personnes qui vont être condamnées seront fiers même de leur condamnation, parce qu'aucun de leurs droits n'a été violé par vous dans cette salle depuis le début de ce procès. L'autre grande qualité qui caractérise, Monsieur le Président, la présente formation, qui juge ce dossier, je l'ai dit, et il faut que j'en redis, c'est votre vigilance. Quel que soit ce qui se passerait dans cette salle, minime soit-tel, ça n'échappe nullement à votre attention, à votre vigilance. C'est pourquoi, à l'instar de mes confrères, je salue votre professionnalisme, Monsieur le Président. Mais quelque chose de constant dans cette affaire, c'est que si le procès a été rendu possible, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une volonté politique avérée. Et les accusés eux-mêmes n'ont pas caché leur soulagement en faveur de la tenue de ce procès. Et ce procès n'a été possible que par la volonté du président général Mamadi Doumbouya. Il est important d'en reconnaître, certainement.
De même, Monsieur le Président, un chef d'État, son rôle est de tracer ses grandes orientations. Son rôle est de fixer ses grands objectifs. Qui est-ce qui sont, Monsieur le Président, les exécutants pour l'atteinte de ces objectifs? Ce sont ces hauts cadres. C'est ce qui m'amène, Monsieur le Président, à remercier très sincèrement son ex-ministre, M. Alphonse Charles Wright. Il faut reconnaître, Monsieur le Président, que cet homme a assez œuvré pour la tenue de ce procès. Cet homme a assez fait pour mettre les acteurs de ce procès dans les conditions optimales pour en mener bien. Il est important d'en reconnaître et de le remercier. Monsieur le Président, dans la même logique, je pense qu'il est important de ne pas oublier les efforts des amis de notre pays, les partenaires de la Guinée. Du début de cette procédure jusqu'à date, vous comprendrez que nous, les conseils de la partie civile et ceux de la défense, chacun a bénéficié des formations de qualité à l'effet de mieux suivre et mener la présente procédure. Monsieur le Président, il est également important de saluer notre ordre, l'ordre des avocats de Guinée, qui ne cesse d'encadrer les avocats qui le composent pour enfin redonner toute l'image que notre pays a besoin dans des grands procès de ce type. Monsieur le Président, rassurez-vous d'une chose, que moi, mes attentes, les attentes de mes co-défendeurs, les attentes du peuple de Guinée et de la communauté internationale sont bien au rendez-vous. Soyez rassurés. Vous avez répondu sagement à ces attentes. C'est la preuve que vous avez accordé de l'intérêt particulier à ce procès. Ainsi, nul doute pour nous que la décision qui interviendra dans cette affaire servira de leçon. Et des leçons pour cette génération présente, des leçons pour la génération future. Je voulais dire à nos braves victimes présentes que l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné, Monsieur le Président. L'impunité, enfin, trouvera son terme. Monsieur le Président, je ne saurais limiter mes remerciements sans dire mot à la diligence du parquet qui est joint à votre tribunal. Le parquet, bien entendu, est une partie jointe, comme nous et comme tant d'autres, mais il est important qu'il a œuvré pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il est important de noter, Monsieur le Président, que ce parquet s'est prêté attentif à la sécurité des acteurs de cette procédure.
au confort de nos confrères, de nous et des victimes. Monsieur le Président, pour ma part, je souhaiterais livrer ma réflexion sur l'analyse des éléments de ce dossier pour vous aider à prendre une décision saine, une décision correcte, une décision juridiquement commentable, une décision qui inspire les autres pays. Pour ce faire, nous allons d'abord procéder à ce qu'on appelle le rappel des faits et la procédure dans leur généralité. Ensuite, Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder sur une question qui a été longtemps débattue ici dans cette salle, c'est la requalification des faits. Si vous voulez bien, c'est la qualification exacte des faits. Je voudrais dire ceci, Monsieur le Président, que la qualification exacte des faits n'est pas qu'un pouvoir du juge, du siège qui êtes vous, Monsieur le Président, mais c'est plutôt une obligation. Une obligation pour le juge du siège de qualifier les faits qui sont soumis à son appréciation juridiquement correcte. Monsieur le Président, je ne doute pas de votre compétence, de votre capacité à aller dans le sens de cette qualification correcte. Monsieur le Président, in fine, nous allons aborder le rôle que chacun de ces accusés a joué dans la commission du drame du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, sur la qualification exacte des faits, que d'autres vont appeler la requalification des faits. Dans ce dossier, des demandes de requalification ont été effectivement soumises à l'appréciation de votre tribunal. Mais ce qui attire notre attention, Monsieur le Président, qui mérite d'être examiné, c'est deux éléments. Bien avant, il faut noter que votre tribunal a été saisi par l'ordonnance de renvoi prise par le pool des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. La même question de requalification des faits a été posée, Monsieur le Président. Mais à la réponse de cette requalification, c'est un rejet qui a été observé, qui a été entrepris par le pool des juges d'instruction. Et, Monsieur le Président, j'ai entendu lors des débats ici, de l'autre côté, les arguments qui soutenaient dans le sens d'une prétendue des choses jugées relativement à cette question de requalification. Mais pourquoi, Monsieur le Président, de l'autre côté, on parle de la chose jugée? C'est parce que ce côté n'a jamais compris la différenciation d'une juridiction de jugement à celle de l'instruction, à celle des actes préparatoires. Pourtant, j'ai été personnellement enseigné par les grands pénalistes de l'autre côté
qui, au demeurant, insiste devant les étudiants la différence de ces deux éléments, la différence de ces deux aspects, la différence de ces deux juridictions. Et, Monsieur le Président, il est constant que l'une des pratiques la plus incontestable ici, au-delà du fondement juridique que nos confrères, nous-mêmes, tenons tous les jours dans nos audiences, que l'instruction définitive se fait à la barre. L'instruction définitive se fait à la barre. Mais, Monsieur le Président, si l'instruction définitive se fait à la barre, en quoi les actes qu'on qualifie d'actes préparatoires de l'autre côté peut avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard ou vis-à-vis de vous qui êtes juridiction de jugement? En quoi? Mais en quoi? J'allais très curieux qu'on m'apporte l'une des dispositions ou une seule disposition qui consacre cette question d'autorité des choses jugées à l'égard d'une juridiction d'appel. Ou du moins, une jurisprudence. Malheureusement, on s'est limité à des déclarations imaginaires fondées sur la volonté des uns et des autres. Mais, Monsieur le Président, vous décidez, bien que votre intime conviction est particulièrement requise, mais cette conviction est toujours fondée sur des éléments de preuves matérielles et des textes de loi. En absence de ces textes de loi, en absence de ces preuves matérielles, Monsieur le Président, il conviendra respectueusement de procéder à ce qu'on appelle la qualification exacte des faits qui sont soumis à votre appréciation. Monsieur le Président, il est important que sur cette question, votre décision ne sera rendue que lorsque vous prendrez la décision définitive qui condamnerait probablement les accusés présents devant vous. Alors, les faits qui vont concourir ou qui concourent à la qualification exacte des infractions commises le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi sont effectivement prévus par l'article 7 du statut de Rome. L'article 7 du statut de Rome. L'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Monsieur le Président, je vais vous donner quelques petits contenus de l'article 7, qui sont en fait les éléments infractionnels prévus par l'article 7. Pas tous, quelques-uns. Nous avons ce qu'on appelle le meurtre. Nous avons l'extermination. Nous avons la réduction de l'esclavage, à l'esclavage plutôt. Nous avons l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté en violation des dispositions fondamentales du droit international. Monsieur le Président, la torture, le viol, l'esclavage sexuel ou toute forme de violence sexuelle de gravité exceptionnelle, la disparition forcée, Monsieur le Président, des personnes. Mes éminents confrères ont cité assez d'éléments. Je voulais vous faire l'économie de quelques détails.
Monsieur le Président, les faits qui se sont déroulés le 28 septembre dans la salle, dans le stade du 28 septembre, qui font l'objet de cette présente procédure, correspondent et répondent aux critères précis des crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Ces faits sont, dans leur quintessence, conçus ainsi qu'issus. Vous savez, les faits sont têtus, mais demeurent faits. Sinon, ça fait plus de 14 ans que ces faits se sont déroulés. Mais l'on ne peut pas les dénaturer, ce n'est pas possible. Il conviendra pour vous de retenir, au titre des faits, ce qui suit. Monsieur le Président, la dernière élection de feu général Lansana Conté, le peuple de Guinée a senti une atmosphère de fin de règne. De fin de règne. Bien que nous étions en période électorale, mais dans toute la composante, le peuple de Guinée sentait la fin du règne de ce général qui a tant servi le pays. Mais, Monsieur le Président, ce que nous ignorions, nous, population civile, c'est qu'au même moment, un groupe militaire conduit par capitaine Moussa Dadis Camara, le principal acteur et ses proches, notamment commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Monsieur Marcel Guilavogui, général Keleti Faro et autres personnes s'activaient à l'ombre dans la clandestinité pour s'accaparer la destinée de notre pays. Monsieur le Président, ce groupe avait pour base chez le meneur, le principal meneur à Lambaye, chez capitaine Moussa Dadis Camara. Il a clairement déclaré ici, Monsieur le Président, on n'a pas besoin de penser à autre chose. Il entretenait un certain nombre de militaires. Il a coopté quelques personnes qu'il estime avoir de l'influence pour ajouter aux personnes qu'il entretenait personnellement chez lui à son domicile. L'objectif de ce groupe était quoi? C'était de renverser les institutions par les armes et s'accaparer du pouvoir tout en le confisquant. Mais, Monsieur le Président, il convient de rappeler quelque chose qui me semble être important. Le coup d'État ne signifie pas que renverser la personne ou l'individu qui est au pouvoir, mais c'est aussi renverser des institutions de la République. Les institutions qui sont issues de la démocratie. Les institutions qui assurent la continuité de l'État, la survie de la population. Le renversement, la dissolution
de ces institutions est pire que le renversement d'un individu à la tête d'un pays. Il est important de relever que les hommes passent, mais ce sont ces institutions qui restent. C'est pourquoi l'ex-président américain a toujours tenu, Barack Obama a toujours tenu que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des personnes fortes. Alors, renverser de façon banale, de façon clandestine, de façon violente, ces institutions constituent quelque chose de grave, de très grave, de gravissime d'ailleurs. Effectivement, Monsieur le Président, au décès du général Lansana Conté, le 28 décembre 2008, ce groupe militaire a pris le pouvoir et a rompu l'ordre constitutionnel. Au nom de quelle structure? Conseil national pour la démocratie et le développement. En abrégé CNDD. À la tête, capitaine Moussa Dadis Camara. Il devient le président. Au-delà de devenir le président, il devient chef d'État. C'est selon les fonctions qui étaient dédiées à lui. Au-delà de la question des chefs d'État, il devient le commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, tenez-vous bien, je souhaite vous rappeler de cela parce que c'est très important. Il arrivait à des moments où aucun journaliste, aucune personne bénéficiaire de son décret ne devrait prononcer son nom sans ajouter le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Commandant en chef des forces armées. Monsieur le Président, on n'a pas deux armées en République de Guinée. On n'a qu'une seule. Et quand on est commandant de cette force armée, Monsieur le Président, on assume. On assume. Parce que je suppose que on ne devrait pas se lever un beau matin pour s'accaparer du pouvoir. Monsieur le Président, contre toute attente, quelques mois plus tard, et avant qu'on en arrive à un certain nombre de déclarations, capitaine Moussa Dadis a pris soin de dévoiler ses intentions apparentes. Il a dit devant le peuple qu'il ne sera jamais candidat. Il a dit devant le peuple qu'il ne se présenterait jamais et qu'aucun membre de son mouvement politique qu'on appelle CNDD ne se présenterait. Mieux, aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Ainsi, il a nommé ce qu'on appelle un premier ministre civil. Monsieur le Président, contre toute attente, quelques mois plus tard, il remet ses engagements, ses déclarations en cause. En cause. Et, Monsieur le Président, il aimait faire prévaloir de sa qualité de Guinéen, comme si cette qualité était remise en cause. Il disait, si je veux, je vais ôter la tenue. Personne n'est né militaire. Je vais ôter la tenue. Mais, Monsieur le Président, c'est là où le problème a commencé. Je vais ôter la tenue.
Il dit si je veux. Mais pourquoi dire si? Mais dites je suis candidat. En tout état de cause, c'était l'intention cachée du président Dadis. Monsieur le Président, ôter la tenue, ce n'est pas la tenue qu'on ôte. C'est de violer ses propres engagements. Mais il y a quelque chose qui a joué dans cette affaire. Apparemment, qu'il n'a pas considéré. Il avait juré sur tous les livres saints devant le peuple. Souvenez-vous que même quand il voyage, il a les 2 livres saints en main. C'est pour dire que moi, ce que ça veut dire, si vous pensez que je vais vous tromper, je ne tromperai pas Dieu le Tout-Puissant qui m'a créé. Mais nous avons entendu ça, nous, Guinéens. Celui qui n'a pas entendu et qui n'a pas compris son propre message, c'est bien le président Dadis. Parce que s'il savait que ces livres saints ne devraient pas être utilisés pour des déclarations qu'on n'est pas prêt à tenir, il les aurait écartés pour ne tenir que des déclarations simples, sans se fonder sur ce qu'on appelle la religion, le Dieu, le Tout-Puissant. Monsieur le Président, pourtant, les espoirs étaient grands quand le président Dadis venait. Son arrivée a suscité l'engouement, l'accompagnement de tous, sans aucune différence. C'est pourquoi il a été accueilli avec la plus grande bénédiction. Mais le peuple était sincère vis-à-vis de lui. L'inverse, c'est la suite des événements qui en a prouvé. Monsieur le Président, il pensait pouvoir autant tromper le peuple guinéen, mais aussi surtout son propre créateur, notre créateur, le créateur de l'univers. Mais Monsieur le Président, il n'existe qu'un seul Dieu. Ce Dieu, quand on gire, il est important de se rappeler de ce qu'on dit, parce qu'il n'oublie pas, il est juste, il est correct. Et il aime ses créateurs. Monsieur le Président, quelque temps plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Nous assistons à ce qu'on appelle la prolifération des mouvements de soutien à la candidature du président Dadis. Parmi les proches les plus administrativement connus, c'est Moussa Keïta. J'ignore son grade aujourd'hui, mais Moussa Keïta, qui était le secrétaire permanent du CNDD. Monsieur le Président, ce dernier a tenu publiquement devant tout le monde que Dadis ou la mort. Dadis ou la mort. À supposer que le président Dadis était délié de tous ces types de déclarations, de toutes les intentions que les gens lui apportaient, le peuple aurait tout de suite la réponse la plus flagrante, la plus systématique. Malheureusement,
ce dernier n'a été que récompensé pour avoir soutenu sa candidature publiquement et dans l'une des régions la plus peuplée de notre pays. Finalement, Monsieur le Président, c'est en prélude de toutes ces situations, quand on sait que la candidature de celui qui était considéré comme sauveur de notre pays n'est plus inévitable, la République de Guinée s'est levée dans sa composante civile et syndicale. Et les partis politiques ont décidé d'organiser un meeting géant. Un meeting qui serait la réponse des mouvements de soutien créés auprès du président Dadis et destiné à le conduire vers le pire, à conduire notre pays vers le pire. Mais, Monsieur le Président, il est absolument important de vous rappeler une chose. C'est que partout dans le monde, lorsque les militaires s'accaparent du pouvoir, ils suspendent la Constitution et dissouent la plupart de nos institutions. Mais en lieu et place de la Constitution, ils mettent toujours en place ce qu'on appelle la charte. Ils mettent toujours en place ce qu'on appelle un texte fondamental qui est chargé d'encadrer les pouvoirs publics, qui est chargé de définir les droits et les pouvoirs de chacun. Mais, Monsieur le Président, capitaine Dadis, quel a été le texte que vous avez mis à la disposition du peuple de Guinée pour pouvoir encadrer les pouvoirs publics de l'État? Je n'ai pas eu la réponse. De toutes les façons, je ne m'attendais pas parce que je sais que ça n'existait pas. Et puisque personne n'est encadré, il est quand même important, Monsieur le Président, de vous rappeler que même le pouvoir actuel, nous avons ce qu'on appelle la charte de la transition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise que cette charte a été imposée au peuple de Guinée, c'est vrai, ça a été imposé, mais elle existe. Moi, dans mes conclusions aujourd'hui, dans mes plaidoiries aujourd'hui, je suis fondé à invoquer l'article 5 de la charte de la transition. Je suis fondé à invoquer les différentes dispositions qui protègent mes clients, les citoyens de notre pays. Les pouvoirs, la limite des pouvoirs publics. Je suis fondé à invoquer ces textes, ces articles, parce que ceux qui ont pris le pouvoir, bien qu'ils nous ont imposé, mais ils ont déclaré qu'ils vont la respecter. Et puisqu'ils vont la respecter, il n'appartient pas à un citoyen lambda, à une juridiction, de ne pas la respecter. Quel a été ce texte au temps du CNDD? Quelle était la limite de nos encadrements? Quelle était la limite de l'encadrement des pouvoirs publics? Je vais déduire sur ce point en disant, Monsieur le Président, que la loi fondamentale à l'époque s'appelait Capitaine Moussa Dadis. Les pouvoirs à l'époque s'appelaient Capitaine Moussa Dadis. La limite des pouvoirs publics à l'époque, c'était lui-même. C'est pourquoi rien ne pouvait marcher. C'est pourquoi le désordre était inévitable.
C'était la règle. Monsieur le Président, pour revenir toujours sur les événements proprement dits, le lendemain du petit matin du 28 septembre de ce jour, très tôt, colonel Moussa Tchegoro Camara, ministre secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue, le crime organisé, le grand banditisme et les services spéciaux, qui s'est présenté à l'esplanade du stade pour demander aux manifestants de replier, de reporter, de rentrer chez eux. Ainsi, il a insisté sur le fait que s'ils rentraient au stade, ce qu'ils trouveraient au stade, ils auraient cherché. Monsieur le Président, je vous assure que colonel Moussa Tchegoro a rassuré les manifestants, au pire s'ils rentraient au stade. Et ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux parce que c'est eux qui sont rentrés. Monsieur le Président, il est important qu'on arrête de mépriser les droits basiques de notre pays. Les éléments du dossier indiquent que pour empêcher la population civile de s'échapper au drame à l'intérieur du stade, les militaires, les miliciens, les personnes infiltrées ont bouclé toutes les issues. Et ils sont allés plus loin jusqu'à ce qu'ils tirent sur les câbles électriques pour les faire descendre sur les murs, pour faire électrocuter, Monsieur le Président, froidement, nos paisibles concitoyens. Monsieur le Président, plusieurs personnes ont été arrêtées. Plusieurs personnes ont été transportées dans les camps. Mes confrères ont eu brillamment à le dire. Au camp Koundara, M. Paul Moussa Djilavodi, malheureusement, qui me faisait assez pitié, j'ai compris dans des différentes déclarations qu'il ne méritait même pas cette pitié. Parce qu'il était capable, Monsieur le Président, d'infliger toutes sortes de tortures, de dégradations, de traitements cruels, inhumains, anéantir même la dignité des êtres humains sous l'ordre de ce qu'on appelle son donneur d'ordre, Bégré. Monsieur le Président, ces cruautés ont traumatisé notre pays, puisque vous n'étiez même pas en dehors. Nous avons été choqués. La communauté internationale a été choquée. Et ce que l'on ne peut pas tolérer et jamais tolérer, tuer est une chose, mais faire disparaître les corps, Monsieur le Président, cela relève
d'un esprit de cruauté qui ne mérite pas d'être encouragé dans ce monde, à plus forte raison, la République de Guinée. Un pays paisible, un pays croyant. Ces crimes graves qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre et autres endroits à travers la ville de Conakry, les seules personnes qui en faisaient, c'était les bérets rouges, les miliciens de Kaléa. Et, Monsieur le Président, tenez-vous bien, ça ne se faisait pas à des lieux cachés, mais dans les camps. Et quels camps? Les camps qui sont commandés par le président Dadis. Monsieur le Président, je dirais tout simplement que ça se faisait sous la coordination du coordinateur général, capitaine Moussa Dadis. Il est constant que lorsque vous preniez les caractéristiques de la commission de ces crimes, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas échapper à la qualification des faits en un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Monsieur le Président, c'est ce à quoi mon aimable capitaine a soumis nos concitoyens ces jours. Mais ces faits, quoi qu'ils soient atroces, quoi qu'ils soient cruels, il faut absolument l'imputer à quelqu'un. Il faut l'imputer à quelqu'un. En droit pénal, vous le savez, la commission d'une infraction est une chose, mais son imputabilité en est une autre. Dans cette affaire, l'imputabilité de ces crimes est sans doute possible à chacun des accusés. Sur ce, les personnes contre lesquelles je détiens les éléments matériels consistants, imparables, je vais les citer. Au premier rang de ces personnes, Monsieur le Président, vous avez mon célèbre capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, je suis désolé de le dire, mais capitaine Moussa Dadis Camara, l'ex-président du CNDD, pendant sa gestion de notre pays, a eu un destin particulièrement rare et très rare. Monsieur le Président, voici quelqu'un qui a été hissé au plus haut sommet de notre pays. Regardez dans cette salle, vous ne verrez personne qui a été hissé au rang, au haut sommet de l'État tel qu'il a été. Et j'en suis persuadé que quand vous regardez tout le pays, rares personnes qui sont hissées au même degré que le président Moussa Dadis Camara. Son arrivée au pouvoir, quoi qu'il soit illégal, parce qu'il faut le reconnaître, il est illégalement venu au pouvoir, mais quoi qu'il soit illégal, Monsieur le Président, il est important que ça a suscité assez d'engouement. Ce que je déplore,
ce pourquoi je ne peux pas le tolérer, Monsieur le Président, c'est de ne pas dire dès au départ ce qu'il souhaitait faire. Monsieur le Président, des déclarations concordantes et non démenties devant votre bar ici, le chef de la junte s'est bien déplacé. Il s'est bien déplacé. Pour aller où? Au lieu de la conception des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre. Autrement dit, Monsieur le Président, les infractions qui sont poursuivies dans cette affaire ne sont pas des infractions ordinaires. Ce ne sont pas des infractions qui pouvaient se réaliser dans la spontanéité. Il faut le moindre ou la moindre conception. Il faut la conception. Il faut la planification. Il faut le financement. Il faut les exécutants. Et il faut passer à l'acte. Monsieur le concepteur de ces crimes, c'est bien Monsieur Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais vous donner quelques éléments qui concourent à la parfaite conception de ces crimes par le président Moussa Dadis Camara. Le premier élément de cela est, je disais à la barre ici, commandant Toumba a déclaré publiquement que le président Dadis s'est déplacé pour aller chez son intendant à Dubreka. Ces déclarations n'ont jamais été démenties à la barre. Ça veut dire que ces déclarations sont acquises in extenso au débat. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Dubreka? Il est allé chez son intendant. Il laisse son garde. Il disparaît. Le petit matin, on le retrouve avec des personnes habillées en cori, avec des flèches. Pas des dizaines, pas des vingtaines, des centaines de personnes, Monsieur le Président. Est-ce qu'on défend la République de Guinée avec les flèches? Est-ce qu'on défend la République de Guinée avec des machettes? Alors, il a été acquis au débat que le président Dadis s'est déplacé pour aller entretenir avec ces personnes inconnues du public, inconnues de ses proches. Monsieur le Président, pourquoi ces éléments? Pour quelle fin? Je peux vous assurer que même ces éléments, apparemment, ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils étaient préparés. Ils savaient quand même que c'était pour commettre quelque chose d'extraordinaire. Ces personnes étaient logées, nourries, habillées, entretenues par capitaine Moussa Dadis. Cela ne fait aucun doute. Et durant tous les débats ici dans cette salle, Monsieur le Président, ça n'a pas été démenti. Premier élément de conception des crimes qui se sont déroulés au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, Gono Sangaré ne peut pas le nier. En tout cas, puisque la preuve est libre, j'allais être très curieux d'avoir ou de voir la preuve contraire de cette déclaration. Ces miliciens étaient sous sa responsabilité financière exclusive, Monsieur le Président, pour ses besoins précis. De même, les recrues de Kaléa. Monsieur le Président, il a été acquis au débat ici par les témoins, notamment Mamadi Soumaoro. Mamadi Soumaoro a déclaré devant vous qu'à Kaléa, les personnes qui y étaient
Les personnes qui se sont déplacées, c'était des personnes d'une particularité absolument incontestable. Monsieur le Président, ces personnes ont eu la formation à travers le financement du président Moussa Dadis. Mieux, il n'a jamais été contesté ici à la barre que mon éminent militaire ou gendarme, je ne sais quoi, Blaise Gomou, était bien l'une des personnes qui fréquentait couramment, chaque 3 jours à Kalia. Et à la veille des événements, Monsieur le Président, les bus de l'État ont servi au transport de ces personnes de Kalia à Conakry. L'on pouvait dire qu'on ne sait pas pourquoi ils sont venus, où est-ce qu'ils sont venus. Mais des témoignages et des déclarations concordants, Monsieur le Président, il s'est avéré que les personnes qui ont rallié Conakry pour des missions qu'elles ne connaissaient pas plus tôt, se sont retournées avec de l'argent, se sont retournées avec des motos, se sont retournées blessées. Et quand, le lendemain du 28 septembre, ces déclarations également n'ont pas été démenties ici devant vous. Monsieur le Président, ces éléments prouvent à suffisance que les crimes perpétrés contre nos concitoyens ces jours relevaient d'une conception préalable, d'une préparation, d'un financement et d'une planification. Monsieur le Président, il y a quelque chose qu'il faut relever dans cette affaire. C'est l'esprit de cruauté, c'est l'esprit de violence. L'esprit de violence a été généralisé à l'époque. Et puisque le président Dadis lui-même était opposé à l'ordre, parce qu'il n'a rien fait pour instaurer de l'ordre, les 80% de ses déclarations étaient que l'armée est indisciplinée. Aucun civil ne peut maîtriser cette armée si ce n'est pas lui. Quelle était sa maîtrise? Mais quelle était sa maîtrise, Monsieur le Président? Celui que l'on maîtrise ne tue pas son prochain devant sa porte. Mais, Monsieur le Président, il a été également acquis au débat ici dans cette salle que Jeannot Destin a été tué, Sankaran a été tué, Begré a été tué et tant d'autres. Mais tué comment? Pas par accident. Mais c'est des personnes qui prennent, Monsieur le Président, qui prennent la machette, les armes de leur convenance pour venir froidement abattre ses propres concitoyens devant la porte du président Dadis. Dans le même camp, devant son bâtiment. Mais Monsieur le Président, il ne dit rien. Quel ordre avait-il voulu imposer dans notre pays? Mais, Monsieur le Président, je suis peiné pour les parents des personnes qui ont été découpées au vu et au su de tout le monde, sans la moindre punition, sans la moindre enquête.
Mais, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui me semble être assez clair. C'est que le président de la République, autrement dit, c'est qu'un chef veut, la volonté d'un chef, c'est celle de tout son entourage. Si ce n'est pas la volonté de tout son entourage, il y a deux choses. Soit on démissionne, on quitte complètement, ou quand on doit poser des actes qui sont contraires à la volonté du chef, on se cache pour le faire. On se cache, on le fait ailleurs. Mais toutes ces tueries se faisaient au camp où se trouvait le président Dadis. À la réponse à l'une de mes questions ici dans cette salle, Monsieur le Président, le président Dadis a dit, il a tenu clairement que lui, il ne recevait pas d'informations. Nous qui sommes jusqu'à Galapay, nous qui sommes jusqu'au fond fin du pays, nous sommes informés que Paul a fait ça, que Pierre a fait ça, où ça, dans le camp où se trouve le président Dadis. Mais le président lui-même n'est pas informé. Mais, Monsieur le Président, qui peut croire à ça? Comment l'on peut croire à ça? Mais qu'on arrête quand même de mépriser le peuple jusqu'à un certain niveau. De toutes les façons, une vie humaine est une vie humaine. Ce n'est pas parce qu'on porte la tenue qu'on peut tuer quelqu'un froidement comme l'on veut. Et surtout devant un chef qui est opposé au désordre. Mais si vous voyez qu'on s'enlivre comme l'on veut, comme l'on souhaite, c'est parce que, Monsieur le Président, il est absolument clair qu'on s'est inscrit dans cette logique. C'est la logique du président Dadis. Malheureusement, le destin de notre pays à l'époque. Monsieur le Président, au sens africain du pouvoir, la volonté d'un chef, elle doit être respectée. Surtout quand c'est conforme à la loi. Quand ce n'est pas conforme à la loi, on se désolidarise. En espèce, tous ces assassinats perpétrés par les proches du capitaine Dadis, ils connaissaient les personnes qui en faisaient. C'était personne d'autre que Marcel Guilavoye, Paul, Claude Pivy et autres. Mais ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, c'est que nos dirigeants d'alors ont oublié, ce n'est pas en niant les faits qu'on est dédouané. Ce qui est curieux et que je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président, et à mon avis, aucun Guinéen ne peut comprendre, c'est que le niveau auquel le président Dadis est arrivé, quand on arrive à un tel niveau, on assume sa responsabilité. On ne nie pas les faits. Nier les faits constitue des circonstances les plus aggravantes. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le procureur de la République doit requérir les circonstances les plus aggravantes contre le président Dadis. Pour deux raisons. Première raison, les faits qui sont mis à sa charge et que l'on connaît la concordance, la constance et la réalité, il les a tous niés. Et pire, le président a tenté de s'évader. Mais, Monsieur le Président, c'est inacceptable. Un président qui cherche à s'évader, c'est inacceptable. Mais, Monsieur le Président,